Notre troisième intervenante, Katerina Labadenko, de l'Université de Paris 3 La Sorbonne Nouvelle. Son intervention est intitulée Les œuvres satiriques émigrées et le rôle dans la construction de la mémoire de l'imaginaire en exil. Merci, donc on va revenir un petit peu en arrière dans l'époque de l'entre-deux-guerres, tout au début de l'émigration russe. Vers 1920, de nombreux écrivains comme Dona Menado, Nadezhda Tefi, Sacha Tchorny et bien d'autres se retrouvent en exil en Europe et notamment en France, où ils continuent à écrire. La presse généraliste et satirique publie volontiers leurs œuvres, récits, poésies, pamphlets, avant même qu'ils arrivent jusqu'aux maisons d'édition d'émigrés. Rappelons que dans l'entre-deux-guerres, on compte en France plus de 300 périodiques en langue russe, dont l'hétérogénéité, notamment celle de la presse émigrée à Paris, est vivement décrite par Dona Menado dans ses mémoires Le train sur la troisième voie. Поезд на третьем пути, je cite. А в городке не умолкает газетный шум, кипит словесная война, все пишут, все печатают, все издают. Графоманы, скифы, младоросы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, дети лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья, валяй, кто хочешь, на Сенькин широкий двор. Толчья, головокружение, полная свобода печати. Or, tout comme avant l'exil, la littérature reste étroitement liée au journalisme et plusieurs périodiques s'ouvrent par les textes pleins d'humour, comme par exemple le tout premier numéro des dernières nouvelles de Milukov, donc son quotidien, qui voit le jour le 27 avril 1920. La rédaction se questionne déjà sur les problèmes d'adaptation des immigrés à l'étranger et c'est Nadezhda Tefi qui introduit le sujet dans son célèbre récit Que faire. Si certaines œuvres satiriques et humoristiques sont composées spécialement pour la presse, d'autres sont republiées dans des recueils et ouvrages. Tel est le cas par exemple de 12 couteaux dans le dos de la Révolution d'Arkady Averchenko. Entre août et octobre 1920, ces pamphlets sont d'abord publiés dans la revue satirique Beach. Le fouet dirigé par un ami proche d'Averchenko, le caricaturiste Mikhail Linsky. L'année suivante, en 1921, Linsky se charge de la publication du recueil et exécute sa couverture. Donc vous pouvez voir ici le portrait charge d'Averchenko fait par Linsky. L'année suivante, en 1920, le livre a du succès et en 1928, il paraît traduit en français chez la Renaissance du livre. Dans notre exposé, nous nous intéresserons aux textes publiés dans les revues satiriques Ukvat en 1926 et Satyricon en 1931, afin de voir comment elles contribuent chacune de son côté à la construction de l'imaginaire en exil. Quels sujets évoquent-elles? Quels mythes véhiculent-elles? Comment abordent-elles les stéréotypes des immigrés russes? Une approche comparative sera donc envisagée. La revue Ufat. Du 31 mars au 20 juillet 1926, à Paris paraît la revue satirique russophone Ukvat, signifiant La Fourche, fondée par le poète et l'éditeur Dmitri Kobiakov. Originaire de Moscou et issu d'une famille de noblesse russe, il soutient en 1917-1918 le mouvement bolchevique en Russie, mais assez vite, dès 1920, se retrouve en exil. D'abord en Yougoslavie, où il étudie la médecine, fait des traductions littéraires et dirige une revue de jeunesse Méduse. Ensuite, il va à Prague où il s'inscrit à la faculté de droit, très populaire parmi les émigrés russes, et collabore à une revue d'étudiants. Et enfin, il arrive à Paris où tout poursuivant ses études à la Sorbonne, Kobiakov enchaîne des petits emplois avant d'être nommé en 1924 à la tête d'une petite maison d'édition des émigrés russes, Petit Selov, signifiant oiselier. C'est là que dans l'entre-deux-guerres voit le jour ses recueils de poésie et le titre périodique Ukvat. Dès son premier numéro, cette revue mensuelle est définie comme le premier périodique satirique paru en exil qui n'appartient à aucun parti politique et ne bénéficie d'aucune subvention. Autrement dit, Ukvat existe grâce aux petites annonces des commerçants russes à Paris et sa rédaction, pour survivre, est obligée d'augmenter le prix de chaque nouveau numéro. Différemment de Beach, le
véritable tout premier périodique satirique russophone en France, paru en 1920, Oukwad privilégie alors la satire sociale. La revue réunit autour de son contenu les auteurs russes vivant à Paris, donc les écrivains Alexei Remizov, Nadezhda Tefi, Sacha Tcherny, Mikhail Sorgin, qui publie ses œuvres sous son pseudonyme Робкий человек, mais aussi Donna Minado. Au total, 6 numéros de Quad sont publiés et consacrés chacun d'entre eux à un thème concret. Le premier aux divergences politiques en exil, le second au bonheur familial, le troisième à la culture russe, le quatrième à rien du tout, le cinquième à la vie à Paris et le sixième, le tout dernier, aux vacances. Oukwad est né tout juste à la veille d'un événement majeur au sein de sa colonie, le congrès des migrés russes à Paris. Tant attendu et minutieusement préparé depuis 1923, ce congrès réunira du 4 au 11 avril 1926 à l'hôtel Majestic à Paris près de 400 représentants des communautés russes de 26 pays afin d'élaborer et de débattre plusieurs questions concernant la Russie soviétique et la diaspora russe dans le monde. Étant sceptiques à cette manifestation, les satiristes de Quad la placent donc au cœur du premier numéro de leur revue en prenant pour cible les organisateurs du congrès, notamment Piotr Struve, fondateur de la revue Renaissance, Возрождение, et leurs opposants idéologiques comme Pavel Milyukov, rédacteur du quotidien Les Dernières Nouvelles, Последние новости. Les auteurs de Quad dénoncent le manque d'action au sein de la diaspora russe. Ils associent le visage politique de l'émigré à l'image d'un rêveur bavard qui ne va jamais au-delà de ses paroles. Ce discours dérisoire se prolonge aussi dans d'autres numéros, même si la revue reste fidèle à sa conception d'un périodique satirique, social et culturel. Voici comment les auteurs décrivent donc un patriote russe, un plaignant malheureux souhaitant reconquérir le pouvoir en Russie à l'aide des autres, je cite. Патриотизмом называется такой случай, если кто-нибудь уехал в иностранную страну, а потом много плачет и рассказывает иностранцам, что он очень несчастный, и что в Москве совсем нет трамваев, а все ждут вождя. Иностранцы сначала очень слушают, а потом им не хочется больше слушать. Патриоты просят, чтобы иностранные жители вооружились и пошли завоевывать Россию, где и насадили бы хорошие порядки, как было раньше. Cependant, l'image de l'émigré dans Oukwad n'est pas toujours négative, et cela concerne surtout les exilés ordinaires restant à l'écart de la politique. Bien que ce personnage soit montré souvent comme solitaire, mal dans sa peau et peu doué en apprentissage du français, il a aussi certaines qualités comme par exemple la résistance physique, le courage et la créativité. Il est difficile de ne pas apercevoir aussi la nostalgie profonde qui pèse sur les auteurs de Quad, ainsi que sur leurs personnages des émigrés cachés derrière leur humour, autour de l'attachement excessif aux certains symboles de la Russie, donnant lieu à la création des stéréotypes. Ainsi, d'après les auteurs de Quad, les émigrés russes sont très attachés au samovar, kokochnik, sarafan, ils organisent des bals costumés et arrivent toujours à se faire remarquer. Je cite des extraits. Мода на кокошник перешла в Париж. Сарафан был введен в употребление Глинкой для Антониды из «Жизни за царя», но потом его стали носить все, в особенности на костюмированных балах в Париже. Русский нигде не теряется и везде умеет выделиться из общего уровня, на улице, у метро, в ресторане. Если уж кричат и руками машут, обязательно русские. Oukwad développe aussi le thème des années folles favorables à la propagation de la mode russe en France, notamment à Paris, grâce à un nombre considérable de cabarets, de restaurants et de salles de spectacle typiquement slaves. La culture russe est souvent présentée par une version simplifiée et pleine de stéréotypes comme les tziganes, la vodka, les balalaïkas. La mode de vie nocturne festive, les établissements de divertissement russes et des clichés qui font naître devient vite le cible favorite des satiristes de cette revue. La perception des Français par des Russes est aussi abordée par la revue, mettant en avant les différences entre les deux grandes cultures. Par exemple, dans une courte pièce humoristique d'Ivan Surgutchev, un personnage réplique: «Обожаю дыню и не понимаю, как это французы едят ее с перцем и солью. J'adore le melon et ne comprends pas comment les Français peuvent en manger avec du poivre et du sel.» De nombreux textes de Quad ont pour thème la famille, en montrant que la vie en exil, malgré toutes les complications, continue. Devant le lecteur,
défilent des enfants et des grands-parents, sans oublier les jeunes couples touchés par la crise économique et le chômage. Des fois, il s'agit même des mariages par intérêt auxquels les émigrés sont poussés par leur extrême précarité et des ménages à trois. Néanmoins, la vie en exil semble être nettement meilleure et moins dangereuse que celle en Russie soviétique, pays sombré dans la terreur, l'illettrisme, l'alcoolisme et la liberté expressive des mœurs. De nombreux textes portent sur ces sujets, notamment ceux signés F. Barbaresov. Je pense qu'il s'agit soit du caricaturiste Fyodor Jankovski, soit du caricaturiste Paul Minin. Donc pour l'instant, c'est à découvrir qui était caché derrière ce pseudonyme. Des pamphlets aux annonces stylisées de presse, les textes de Barbaresov évoquent donc l'espoir du retour en Russie. L'auteur se projette dans l'avenir en espérant une chute rapide du régime bolchevique. Ensuite, la rubrique Les actualités littéraires propose des petits sketchs mettant en scène la vie privée de certaines personnalités du milieu littéraire russe en France. Les nouvelles sorties de livres et manifestations au sein de cercles littéraires des émigrés. Il faut dire que cet humour reste réservé au lecteur de l'époque qui connaît bien la vie de sa communauté et ses vedettes et est assez difficile à comprendre pour le public contemporain n'ayant pas de formation particulière en histoire de l'émigration ou de l'art russe. La revue prête également son attention aux différentes unions des émigrés comme l'Union de la jeunesse russe qui regroupe malgré toute logique les membres à l'âge assez avancé et les étudiants souciant de leurs revenus faibles et rêvant d'un paradis social où tout élève pourra prétendre à une bourse. Restant toujours peu rentable, le Quat ne survit que durant 4 mois. Pourtant, sa courte existence a suscité un intérêt vif du public et surtout des écrivains russes en exil, tâchant de percer le mystère de sa nature. Dans ses courriers à Zinaïda Aghipius, le poète Georges Adamovitch mentionne Quat et son fondateur sous-entendant la sympathie de ce dernier pour la gauche, que Kobiakov n'a d'ailleurs jamais cessé d'avoir. Le temps le démontrera bien. En 1945, Kobiakov adhère au Parti communiste français et en 1948 fait une demande de passeport soviétique. Membre de l'Union des patriotes soviétiques en 1957, il quitte finalement la France pour l'URSS, où finit ses jours en 1978. Une partie de ses souvenirs manuscrits sera détruite par les autorités soviétiques, une autre sera conservée dans les fonds d'archives d'État russes et publiée partiellement en 1996. Il faut aussi dire que du 3 mars au 8 décembre 1945, à Paris, Dmitri Kobiakov dirige également une autre revue satirique, l'hebdomadaire russophone L'Honnête éléphant, Chestny Slon. Ce journal rappelle de loin la conception de Quat. La revue Satyricon. En avril 1931, l'éditeur de Saint-Pétersbourg, Mikhail Korfield, décide de rouvrir à Paris sa revue Satyricon ayant du succès en Russie avant la Première Guerre. Il s'agit du quatrième, déjà en France, il s'agit du quatrième périodique satirique russe qui voit le jour après Bitch paru en 1920, Quat paru en 1926 et Le Sonneur de cloche Zvonar paru en 1928. Voici comment on décrit l'atmosphère de la création de Satyricon, la récréation de la Satyricon Dona Minado, qui devient le rédacteur en chef de cette revue. Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, типографы печатали календари, и вдруг средь бела дня сцена заклинания духов. Словно из-под земли вырастает дух Корнфельда, который в Петербурге издавал первый Сатирикон. Дух тщательно выбрит, танзура, как у католического прилата, глаза играют, галстук бабочкой, отдышки никакой. Время – деньги, разговор вплотную, ни вздохов, ни придаточных предложений. Решил возобновить Сатирикон. Хотите быть редактором? Le revue reprend alors son ancien format et l'ancienne maquette et paraît une fois par semaine. La couverture et certaines pages sont en couleur. Le nombre de pages varie entre 14 et 16. En ce qui concerne la rédaction, elle est composée de quelques anciens auteurs comme Vladimir Azov, Valentin Goriansky, mais aussi Sacha Chorny, ainsi que de nouveaux
tels que Nadezhda Gorodetskaya, Nina Berberova, Alexandre Amphithéâtrov, Irina Adoevtseva, Boris Zaitsev et bien d'autres. D'après la chercheuse Gautar Dusembaeva, le dessinateur Georges Anenkov, qui publie ses caricatures dans Satyricon, il est aussi l'auteur de quelques textes satiriques surnommés Les Lettres et publiés dans la revue sous le nom d'Anton Krajny. Dans ces lettres, il parodie les écrits de Zinaïda Hippius qui avait l'habitude de signer ses œuvres du même pseudonyme. Le premier numéro de Satyricon s'ouvre par l'épitaphe aux écrivains satiristes Arkady Averchenko, décédé en 1925 à Prague, et Piotr Potiomkin, mort un an plus tard à Paris. La tradition souligne de sorte l'importance de la mémoire en exil ainsi que de la cohésion des émigrés. Il propose également aux lecteurs les récits humoristiques stylisés en souvenirs, donc qui est lien avec les mémoires, comme par exemple ceux de Nadezhda Gorodetskaya, intitulé Les mémoires d'une grand-mère émigrée, Mémoires émigrantskai babushki, racontant l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve en exil et est contrainte à traverser toute l'Europe à la recherche du travail et de l'amour. Au fil des années et des aventures, elle croise de nombreux autres exilés dispersés dans le monde et ensuite, arrivée à un certain âge, elle décide de partager son expérience. Les récits humoristiques d'Anatole Ladinsky portent aussi sur la dispersion des Russes et leur itinéraire d'exil incroyable. Ainsi, dans le récit Sous le ciel d'Afrique, Под небом Африки, un ancien militaire russe devient chef d'un tribu d'indigènes. Les souvenirs de ces personnages contiennent souvent la phrase « S'il n'y a pas eu de révolution, не случись révolution » et charge cet événement historique non seulement d'un sens destructeur, mais lui accorde aussi le rôle d'un point de départ permettant aux émigrés de se redécouvrir ou bien se découvrir et d'acquérir des expériences enrichissantes. Tout comme les auteurs de Quat, les écrivains de Satyricon s'intéressent également au problème de la précarité des émigrés, à leur déchéance sociale. Nina Berberova évoque par exemple l'addiction aux jeux d'argent. Mais c'est surtout le problème du métissage culturel touchant les enfants émigrés qui est particulièrement visé par les satiristes de la revue. Ainsi, dans le pamphlet Bouba Sacha Chorny raconte l'histoire d'une adolescente russe, Luba, qui souhaitait ressembler à ses camarades français et renonce à sa culture d'origine. Les satiristes évoquent aussi le quotidien des émigrés, les métiers en exil, surtout les reconversions professionnelles qui prennent les tournures fantastiques. Et ces questions aussi sur le mélange des langues. Ainsi, le récit humoristique Les fenêtres donnant sur la cour, Oknavsad signé N. Fadiev, pose le problème de l'assimilation qui commence par la langue mélangée. C'est donc en ce drôle langue russo-française que le héros raconte ses aventures liées à la recherche d'une chambre à louer. Je cite. «Сел в метро, 3 раза пересаживался, вылез, турнул à gauche, tournul à droite, потом еще раз à gauche et наконец попал в переулок». De nombreux textes satiriques critiquent le régime soviétique, les fouilles, les mauvais traitements de l'intelligence et des paysans, les confiscations des biens, l'illettrisme des fonctionnaires soviétiques, ainsi que commence à aborder la question des невозвращенец, les réfractaires au retour, ainsi que qui sont surnommés la troisième émigration. À partir du 5e numéro, Satyricon publie le roman satirique Le veau d'or, Золотой теленок d'Ilf Petrov, qui est illustré par Georges Anenkov. Comme le remarque Donna Menado, seuls 28 numéros de la revue voient le jour. En octobre 1931, après 6 mois d'existence, Satyricon ferme les portes, je cite. Бился в этом третьем сатириконе живой пульс, и отличное было у него кровообращение, и мог бы он жить и жить, а вот что-то меньше года просуществовал, а потом взял и помер. Друзья говорили, денег не хватило, враги говорили, юмор был, а юмористов как кот наплакал. Плакал он, очевидно, недолго, но сдается мне, что на этот раз враги были правы. Enfin, pour conclure rapidement, paru avec 5 ans d'écart, les revues Ukwat et Satyricon dédient aussi bien leurs pages au quotidien des émigrés comme mémoire de l'exil, à l'espoir du retour et à la Russie soviétique. Cependant, si en 1926 Ukwat s'intéresse aux difficultés de l'adaptation des émigrés en France, en 1931, Satyricon aborde un nouveau problème, donc le problème du métissage culturel, de la
d'échéances sociales et de l'éducation de la nouvelle génération qui grandit en exil. Tout comme la littérature, la presse satirique en émigration joue le rôle assez important, c'est le rôle du témoin historique et contribue également à la construction d'une nouvelle identité, à tout ce qu'on appelle en russe развенчание стереотипов et à la création d'un nouveau imaginaire en exil. Merci. Merci beaucoup.